Bienvenue dans Histoire lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, on parle de la place des doulas dans l'allaitement. Elodie, doula mama sur Instagram, vient d'un milieu totalement différent de celui de la périnatalité. Mais comme elle le dit, elle a toujours été doula dans son cœur. Durant sa reconversion, elle s'est entre autres formée à l'allaitement, d'abord au sein d'une association, puis à travers sa formation de doula. Aujourd'hui, elle propose notamment des séances d'accompagnement à l'allaitement. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, de ce qu'une doula peut apporter aux familles et de sa vision du rôle de l'accompagnant. Bonjour Elodie, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton métier de doula? Oui, bien sûr. Alors bonjour Anaëlle et Laurine, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce sujet, de mon rôle dans l'allaitement. Et alors du coup, tu viens de le dire, je suis doula et donc je te propose du coup d'expliquer peut-être un peu ce qu'est une doula aux personnes qui pourraient nous écouter et qui ne savent pas forcément en quoi consiste ce métier, même si on commence à entendre depuis, on va dire, quelques mois, de plus en plus ce mot dans les réseaux, dans les grands médias. Alors, la doula, c'est une accompagnante non médicale de la grossesse, de la naissance, et puis de la périnatalité et du féminin au sens large. Il n'y a pas vraiment une définition de la doula ou de l'accompagnante non médicale. On va dire que je me considère comme un fil rouge, une présence bienveillante, non jugeante, accueillante de l'histoire de mes clients, donc de la femme et du couple, du conjoint, de la conjointe, et là où ils en sont actuellement dans leur vie et où ils veulent aller. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce métier-là? Comment tu en es arrivée à ce choix-là? Alors, doula, c'est une reconversion professionnelle. Je suis doula depuis presque 3 ans maintenant. Et comme pour beaucoup de femmes qui se dirigent actuellement vers cette passion métier, c'est ma grossesse et surtout mon postnatal qui m'ont fait me poser des questions, qui m'ont recentrée sur qui je suis en tant que femme, qu'est-ce que je voulais faire, comment j'étais alignée. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais plus alignée avec ce que je faisais dans mon premier métier. Euh, de base, je sors d'études de design et d'art. Et du coup, je viens plutôt de la branche créative liée au design et à l'architecture d'intérieur. Rien à voir. Donc, pas grand-chose à voir. Oui, voilà. Donc une vraie belle reconversion, mais je crois que je suis profondément doula dans l'âme depuis toujours, ça c'est sûr. Et du coup, tu as suivi une formation pour être doula? Oui, tout à fait. Donc j'ai suivi plein de formations et puis c'est vrai que je suis partisane de la formation continue. Je pense qu'on pourrait se former toute notre vie pour être Oui. doula. Probablement dans beaucoup de métiers, mais encore plus pour les métiers liés C'est à clair. l'accompagnement humain. Parce que pour accompagner avec le plus de justesse possible les personnes qui viennent nous voir, je crois qu'il faut déjà faire un bon cheminement sur sa propre histoire en tant que femme, en tant que maman, si on est maman, là où nous en sommes dans notre vie personnelle, professionnelle. Donc, à tout point de vue, j'espère continuer à me former toute ma vie sur ma posture et mon engagement d'un point de vue humain. Mais au niveau
Des transmissions et des connaissances, je me suis formée, avec une formation longue à l'Institut, Doula de France et puis une multitude de séminaires et de formations courtes. Alors je pourrais pas toutes les citer aujourd'hui, mais il y a Oui. évidemment le Paramana Doula avec le grand Michel Audin et Liliana Lamers qui est doula et ça a été une rencontre vraiment fondamentale dans ma posture, de femme et de doula accompagnante. J'ai aussi eu l'honneur de suivre et de rencontrer Ophélie Simon, Camille Laperle de Maternité Sacrée, et puis plein d'autres. Ouais, des belles rencontres. Voilà, mes excuses à tous ceux et celles que j'ai pas cités, mais oui, j'ai Pauline Fournier, qui est vraiment une femme fantastique. Donc, c'est très important pour moi de faire des rencontres, de s'auto alimenter, on va dire, à tout point de vue. Oui, et pour en revenir au sujet de l'allaitement, comment est-ce que tu t'es formée à ça, à l'allaitement? Est-ce que c'était une partie de ta formation longue de doula ou c'est quelque chose que tu as fait à côté? Alors, à l'Institut de formation Doula de France, il y a un module qui est dédié, à l'allaitement maternel. Il faut savoir que dans mon parcours, j'ai intégré cet institut de formation presque 1 an après avoir, eu le désir de me former parce que j'avais loupé, les inscriptions Oui. de la première année. Donc je me suis retrouvée 1 an avec ce désir de me former et puis, du coup sans pouvoir intégrer cet institut. Alors du coup, je me suis beaucoup auto-formée et puis surtout, avant d'intégrer le cursus Doula de France, je faisais partie d'une association de soutien à l'allaitement qui s'appelle Allaitement Tout un bar, qui est Oui. connue, sur les réseaux sous le nom, ATUA et du coup, j'ai intégré cette association bénévolement, déjà comme maman à la base, comme maman allaitante et puis très rapidement comme, lactédante, et puis du coup, j'ai été formée en interne, Un peu comme, une marraine d'allaitement? exactement. C'est, ce titre-là est réservé, je crois, à cette association, il me semble, mais elles appellent ça donc du coup les lactédantes. Mais oui, c'est tout à fait des marraines d'allaitement, des mamans, des femmes qui ont en général allaité leurs enfants et qui ont une formation interne liée à l'association et puis qui du coup soutiennent, accompagnent et aident bénévolement les femmes qui demandent du soutien et qui viennent Mmh. dans l'association. Du coup, tu as déjà pu, un peu accompagner des mamans par rapport à leur allaitement avant même de faire, la formation de doula? Tout à fait, j'ai fait ça pendant 2 ans, Oui, d'accord. en parallèle et puis, avant d'intégrer, l'institut de formation, Doula de France. Donc du coup, je suis arrivée, avec un bon bagage, on va dire, au niveau de Ouais. l'allaitement, même si, en toute humilité, je crois qu'on sur ce sujet-là aussi en particulier, on est toujours en apprentissage constant, Oui et avec puis il y a sans arrêt de nouvelles, choses qui sortent, des choses qui changent, donc si on se tient pas informé. exactement. Et tu disais que toi, tu avais allaité aussi, ton enfant. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton allaitement? Est-ce que ça t'a appris des choses? Oui, alors j'ai allaité, donc mon fils qui a fêté ses 4 ans au printemps et je l'ai allaité. Alors je pourrais pas donner, c'est souvent qu'on me pose cette question et j'ai du mal à donner une durée bien, définie, tout simplement parce que, bah, je l'ai accompagné jusqu'au sevrage naturel et que, je dirais que les dernières tétées, c'était beaucoup des tétées de réconfort, des tétées câlins et là, il est sevré depuis quelques mois, mais je dirais que je l'ai plus ou moins allaité jusqu'à ses 4 ans. Donc du coup, je pense que les dernières tétées datent de février-mars et vu qu'il est né au mois d'avril, c'est voilà, c'est à peu près dans cette zone-là. Et alors pour répondre à ta question sur les problématiques et sur mon parcours de maman allaitante, en fait, pour être tout à fait honnête, au début, quand j'étais enceinte et quand j'avais ce souhait d'allaiter, je me retrouve beaucoup et c'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion quand j'accompagne des mamans en tant que Mmh. doula et qui me disent cette phrase:
Oui, j'aimerais bien allaiter, je vais essayer pour voir si j'y arrive, mais si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Et c'est vraiment d'actualité parce que j'ai encore eu une maman enceinte, Ouais, hem, on l'entend beaucoup. voilà, au téléphone hier et quand je lui ai posé la question sur son projet, comment elle souhaitait nourrir son enfant et elle m'a exactement répondu ces mots: «Je vais essayer, on verra si ça fonctionne». Et du coup, alors moi, quand j'étais enceinte, je connaissais pas les doulas. Et j'étais vraiment, dans cette position de cette future maman avec le souhait d'allaiter, mais en ne sachant pas vraiment ni à quoi m'attendre, ni vraiment comment ça fonctionne. Et à l'époque, je m'étais dit: «Oui, si j'allaite déjà 3 mois, ce sera vraiment super». Donc voilà et puis finalement, les 3 mois se sont, allongés en 6 mois, puis en 1 an, puis en 18 mois, puis voilà jusqu'à 3 ans, et plus et oui, j'ai rencontré vraiment des grosses difficultés et c'est d'ailleurs pour ça, que j'ai rejoint, l'allaitement, Pour aider d'autres mamans à ton tour après? c'est ça. Alors en Mmh. premier lieu pour trouver des réponses à mes questions Oui. et puis, et parce que j'avais du mal, en fait, à trouver des réponses à mes questions. Les professionnels de santé et notamment, les médecins généralistes qui, suivaient mon fils, avaient tous des discours, différents, et pas du tout rassurants sur ma capacité, de maman, en fait, sur ma capacité à nourrir suffisamment mon fils Mmh. et c'était assez anxiogène, en fait, d'avoir plein de discours, qui allaient pas dans le même sens et donc du coup, je me suis dit: «Bon, là, il est temps d'aller chercher la bonne information et puis surtout essayer de la trouver». Le fait que j'ai moi-même vécu des problématiques, on va dire un petit peu, ben, il y a plein de jeunes mamans qui peuvent se retrouver dans ces grandes problématiques de mise en place d'allaitement. Le fait d'avoir, une montée de lait, hyper douloureuse, le fait de connaître des engorgements à répétition, comment savoir si mon bébé, prend assez de lait et cetera et cetera. Moi, je l'ai moi-même éprouvé, dans mon vécu de maman, avant même de connaître, on va dire, d'avoir les bonnes informations. Donc oui, c'est sûr, le fait d'avoir moi-même vécu, des situations que peuvent vivre des mamans que j'accompagne, Mmh. ça me sert moi en tant que personne. Mais après dans ma relation professionnelle avec, les mamans que j'accompagne, je ne parle pas de mon expérience de maman allaitante. Ça c'est Oui, ça bien c'est sûr, oui. ça c'est parce que Mmh. c'est mon positionnement de doula et qu'en tant que doula, on n'est pas là pour, Raconter sa vie. oui, raccorder l'histoire de la maman ou de la future maman à sa propre histoire. Ça, c'est super important de le comprendre. Mmh. Je viens pas, conseiller parce que j'ai vécu ceci ou j'ai vécu cela. Je viens conseiller ou surtout je viens, c'est pas vraiment du conseil en fait, c'est plutôt Du j'apporte soutien. oui, c'est du soutien et puis j'apporte les bonnes informations, tu as projet et tu as envie de faire ça avec ton allaitement, tu as envie de prendre telle direction ou telle direction. Voilà, ce qui fonctionne. Voilà les informations En fait, tu officielles. accompagnes surtout Exactement. et tu te calques par rapport à son désir à elle et Tout à fait. Je devance et encore moins dans l'allaitement maternel, je devance jamais, mmh. les envies ou je devine jamais, les projets des parents. C'est vraiment je pose des questions ou si le sujet vient pas, tout seul sur la table, je pose des questions sur quel est ton projet? Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? D'un point de vue général, dans la maternité, les jeunes parents reçoivent tellement d'injonctions: «Faites Ouais. ceci à tel moment, à telle heure, et si vous le faites pas, c'est horrible pour votre enfant», à tout point de vue, hein, que ce soit pour, le dressage au sommeil, que ce soit pour, commencer la diversification. Enfin, je veux dire, tous les enfants et tous les bébés ont des rythmes différents et nous aussi en tant qu'adultes, ça, j'ai Mmh. l'impression qu'on a tendance à l'oublier. On parle Oui. beaucoup des rythmes différents
des bébés, mais en fait, nous, en tant qu'adultes, on a tous des rythmes différents. Et pourtant, à 4 mois pile, on devrait commencer la diversification. Les tétés devraient être toutes les 3 heures et pas avant, pas plus tard. Enfin, il y a tellement d'injonctions dans le début Mmh. de la parentalité et la mise en place de la parentalité. Et puis en plus, toutes ces injonctions, elles viennent un peu couper l'instinct des parents, et le fait d'écouter son bébé. Bien sûr, bien sûr. Ça c'est évident et du coup, moi, en tant que doula, je ne me rajoute pas à ces injonctions. Ça, c'est super important, pour moi de l'incarner. Je suis là pour accompagner, je suis là pour poser des questions et la première des questions, c'est: «Toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que jeune maman, en tant que future maman? Toi, qu'est-ce que tu as Mmh envie de mh. faire?» Tu vois? Et du Ouais. coup, tu fais des consultations qui sont dédiées à l'allaitement, c'est ça? Comment elles se passent en général ces consultations? Alors du coup, je me permets de rebondir sur ce mot, consultation. Ça, c'est un mot qui est vraiment dédié au personnel médical, aux médecins, aux consultantes en lactation, en tout cas toutes les professions qui sont liées au milieu médical. En tant que doula, je fais pas du tout partie, du milieu médical, ce n'est pas une profession, médicale. Du coup, il est important pour moi de ne pas employer le mot consultation. J'emploie le mot séance d'accompagnement la plupart du temps et du coup, pendant ces séances, d'accompagnement dédiées à l'allaitement médical, pardon, ouh là là, à l'allaitement, maternel, hem Heu, qu'est-ce que j'y fais? Ben, c'est exactement les mêmes, les mêmes notions que pour une séance d'accompagnement, à la grossesse. On prend le temps, d'arriver, on prend le temps de faire une météo intérieure. Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que autant quand on est enceinte qu'en postnatal, la météo du jour peut tellement varier, C'est clair. d'un moment à un autre. Donc c'est aujourd'hui, maintenant, comment ça va? De quoi tu as besoin? Quelles sont tes envies? Et puis après, la maman en général aborde d'elle-même, les difficultés qu'elle rencontre. Est-ce que les difficultés sont liées, à l'allaitement en particulier ou sont liées à son environnement, au soutien ou non qu'elle bénéficie, et cetera. Et puis c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de séance, sur mesure. Il y a pas pardon, il y a pas de séance, on va dire, identique, il y a que des séances sur mesure. Et je m'adapte vraiment, aux besoins et du jour D'accord. et de chaque maman que Et j'accompagne. donc, elles peuvent aborder tous les thèmes qu'elles veulent, je suppose, dans ces séances d'accompagnement. Et par exemple, quels sont les thèmes les plus abordés? Alors, si on reste vraiment lié au sujet de l'allaitement maternel, ouais, les thèmes les plus abordés, c'est je crois que dans le top 3 il y a, je sais pas si mon bébé reçoit assez de lait, je sais pas si j'ai assez de lait pour mon bébé. Ça, c'est, j'ai l'impression que mon bébé a faim, je comprends pas. Par exemple, le soir, mon bébé pleure vraiment beaucoup, mes seins sont vides, donc du coup, ben, j'hésite à lui donner un biberon. Voilà, ça, c'est dans le top 3. Un sujet aussi qui revient de manière très, très récurrente, c'est, alors ça, c'est surtout en prénatal, c'est, ben, je sais pas vraiment si j'ai vraiment envie d'allaiter mon enfant parce que j'ai envie que, mon mari, participe. J'ai envie que le papa, ait aussi des moments d'intimité avec son bébé, et ça me gêne un peu que je sois la seule, à pouvoir le nourrir. Donc ça, c'est aussi un sujet qui revient très, 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 très régulièrement et puis Et puis aussi on y reviendra tout à l'heure aussi, ouais, sur ce sujet-là. j'imagine, il y a tellement à dire et puis il y a aussi alors c'est bien souvent également en prénatal sur, oh là là, mais si j'allaite mon enfant, j'ai l'impression que ça va être compliqué, que tout va reposer sur mes épaules et que je vais pas pouvoir prendre, ne serait-ce que 2 heures pour moi, pour aller boire un café ou sortir voir des copines ou même juste prendre l'air, avoir du temps pour moi, sans avoir forcément mon bébé, à m'occuper. Donc ça, c'est vraiment des sujets, qui reviennent, assez, Les régulièrement. inquiétudes principales. Exactement, oui. Et qu'est-ce qu'une doula peut apporter de plus au niveau de l'allaitement par rapport à d'autres professionnels, de santé, par exemple? Tu penses à qui, par exemple, comme professionnel de santé?
Bah, par exemple, à une conseillère en lactation ou au médecin qu'on voit tous les jours, en fait. Enfin, on voit pas tous les jours le médecin, mais Ou une qu'on voit plus sage-femme aussi, facilement. pourquoi pas? Ou une sage-femme au départ, ouais. En fait, j'aurais pas la prétention de dire que la doula peut apporter des choses supplémentaires. Je pense que tous les professionnels de santé que vous m'avez cités peuvent accompagner vraiment avec brio, une future maman ou une jeune maman à partir du moment où, ils ont la bonne information et surtout où ils ont la bonne posture en fait d'accompagnement et de non-jugement et où ils sont dans l'accueil de la jeune maman allaitante et pas justement dans la mise en place d'injonctions. Alors, je mettrais juste peut-être un petit bémol ou une petite astérix sur la consultante en lactation où elle en particulier, elle, dans certaines situations, elle doit être dans l'injonction, notamment quand il y a une difficulté d'ordre médical. Par exemple, un œdème ou par exemple, voilà, des crevasses qui sont purulentes ou un frein de langue qui est qui rend la mise en place de la lactation ou l'allaitement hyper compliqué, hyper douloureuse. Là, du coup, je crois que c'est son rôle de mettre en place des solutions et d'avoir un rapport un petit peu de prescription envers sa patiente. Mais ça, du coup, c'est vraiment lié au métier du À son médical. métier. Voilà. Après, en tant que doula, je crois que le cœur du métier, euh, et ce serait presque le plus important avant même de transmettre de l'information. Le cœur du métier de doula, c'est l'accueil inconditionnel et bienveillant. Et ça, ça je suis pas sûre que tout simplement le personnel médical ait le temps de faire ça. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas une question de Ouais. capacité, parce que travailler son potentiel humain, il est propre à chaque personne à partir du moment où on en fait le souhait et à partir du moment où on s'engage avec le cœur dans cette voie-là. Mais il s'agit bien de temps. Les médecins n'ont pas le temps, les sages-femmes n'ont pas le temps. Pour un quart d'heure, C'est 20 minutes, ouais. Ouais, c'est un fait, c'est un fait. Et en un quart d'heure, le quart d'heure, c'est pas suffisant pour que la maman ait la capacité de venir se déposer et d'aborder les vrais sujets, en fait. Donc la doula, elle est là pour ça. La doula, elle a le temps. Moi, mes séances d'accompagnement, elles font 1h30 et en postnatal, on dépasse très souvent sur 2 heures. Je sais que je garde pas la même marge de sécurité, on va dire, la même marge tampon quand j'ai une séance d'accompagnement postnatal où la maman, elle est dans les 40 jours postnatal et avec une séance prénatale. Parce que je sais très bien que en postnatal immédiat, peut-être que la séance, elle va faire 2 heures, 2 heures et quart. J'essaye de ne pas dépasser les 2 heures et quart parce qu'après, ça devient assez inconfortable des deux côtés. Mais, euh, mais du coup, oui, quel professionnel de santé aujourd'hui offre des consultations où il a ne serait-ce qu'une heure et demie devant lui pour vraiment laisser le temps au temps. C'est une réelle question et je crois qu'aujourd'hui, les mamans manquent de ça, manquent de temps. Ouais, ouais, c'est vrai. Et est-ce que des fois tu te sens à la limite de tes capacités pour aider les couples dans l'allaitement? Ah oui, bien sûr, et ça, c'est super important en tant que doula, d'en avoir bien conscience et d'avoir l'humilité professionnelle de dire: «Bah non, là, c'est plus de mon ressort», et du coup, ben, à partir du moment où ça parle du médical, à partir du moment où moi, ça devient inconfortable, où, ma posture d'accueillante, ma posture d'écoute, ma posture de bienveillante n'est pas suffisante. C'est-à-dire, la maman, ben, déjà, premier cas, la maman, elle a une situation médicalement, d'un point de vue médical, c'est inquiétant. C'est-à-dire, soit elle a de la fièvre, soit c'est une situation dont elle ne voit pas le bout, par exemple des engorgements ou des mastites à répétition, ou une mastite qui dure. Ça, il n'y a pas. Moi, mon rôle, si elle me contacte à ce moment-là, mon rôle, il est même pas de l'écouter à ce moment-là. Mon rôle, enfin, il est de l'écouter, mais bien sûr, le rôle immédiat, c'est
je te donne as-tu les coordonnées d'une consultante en lactation? Oui, non. Si tu n'en as pas, est-ce que tu veux que je te donne les coordonnées d'une consultante en lactation de la région? Et si oui, voilà, appelle-la tout de suite. On raccroche et tu l'appelles. Donc, donc là, on parle beaucoup de la maman, mais effectivement aussi avec le bébé. À partir du moment où le bébé, il a une courbe poids-taille qui n'est pas, on va dire, dans les courbes classiques, à partir du moment où le bébé, il semble avoir un état médical inquiétant, ne serait-ce que parce qu'il y a des pleurs constants, parce que, je sais pas moi, il y a vraiment plein de situations possibles. Pour résumer, à partir du moment où moi, mon accompagnement bienveillant et non médical reste insuffisant, c'est super important pour moi de, de conseiller d'autres professionnels de la périnatalité et notamment des professionnels médicaux, bien sûr. Oui, c'est important de ne pas laisser les mamans voilà, dans la galère et aussi de savoir à quel moment bien transmettre les coordonnées pour qu'elles arrivent à s'en sortir. C'est évident, c'est évident. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui se posent des questions sur la reprise du travail, notamment quand elles allaitent. Et est-ce que c'est des consultations que tu peux faire, par exemple, enfin des séances d'accompagnement que tu peux faire pour aider les mamans à trouver des solutions pour continuer à poursuivre l'allaitement Tout à fait, c'est un sujet qui revient de manière très récurrente. D'ailleurs, la plupart du temps, dès, dès la naissance ou enfin dès le prénatal, dès la grossesse, au moment où les femmes, si elles ont cette intuition, ce désir instinctif d'allaiter leur bébé, très rapidement, en général, il y a des freins ou des, mmh, ou des pensées limitantes, la plupart du temps sociétales, qui viennent mettre un peu les warnings dans la tête de la future maman en disant: «Ah ouais, mais je reprends le boulot aux 2 mois ou aux 3 mois, ce serait plus simple de commencer tout de suite par le biberon, comme ça au moins, il y a pas de sevrage à mettre en place» et cetera. Et puis, moi, moi, ce sera impossible pour moi de tirer mon lait sur mon lieu de travail pour X raisons. Oui, oui, je connais la loi, mais moi, mon patron, il sera pas d'accord avec ça. Ce sera pas possible. Ou mes collègues, elles vont vraiment mal le prendre, etc., etc. Donc, c'est vraiment des positions qui rendent bancales, en fait, de se projeter à ce moment-là de la reprise du travail, alors qu'on est encore en fin de grossesse. Et ça, Mm, mm. la C'est société sûr. française, elle est hyper, elle est pas bienfaisante, en fait. Elle est pas facilitante. Le congé maternité en France, il est pas du tout facilitant. Il est pas pour l'allaitement, il est pas pro-allaitement. En France, on n'est pas Ouais. pro-allaitement. Ça, c'est sûr et rien que de dire ça aux femmes, je crois que c'est déculpabilisant. Leur dire: «OK, tu as un projet d'allaitement, c'est super. Il y a plein de solutions, il y a plein de moyens, il y a plein de petites idées, de petites communautés que tu pourrais rejoindre et que tu pourrais connaître pour te faciliter la mise en place de ton allaitement et la poursuite de ton allaitement. Mais sache-le que l'aide, il viendra pas de la société. La plupart du temps, l'aide, elle viendra pas de ton patron, elle viendra pas de tes collègues, elle viendra pas de ton lieu de travail. Parce que c'est comme ça. Alors oui, il existe des exceptions et c'est vraiment fantastique et les femmes qui vivent des exceptions sur leur lieu de travail avec des patrons compatissants et des collègues aidantes, ben fabuleux. Mais alors c'est pas du tout la majorité Ouais. des femmes allaitantes qui reprennent le travail et c'est important pour moi de leur transmettre que c'est pas partout comme ça. C'est pas partout comme ça. On traverse l'Atlantique, on va au Québec. Les femmes, elles ont 1 an de congé maternité. Ouais. Donc c'est sûr que là, les futures mamans québécoises et les futures mamans françaises qui ont toutes les 2 envie d'allaiter leurs enfants, bah, elles ont pas les mêmes pensées limitantes. Elles ne démarrent pas avec, les mêmes situations facilitantes et ça, c'est important aussi pour accompagner, de le savoir.
la doula, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de soutien, si j'ai bien compris, entre autres au niveau émotionnel. On parle beaucoup de la maman de la maman là, notamment, et aussi de sa relation au bébé. Mais est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir des consultations avec des papas qui ne savent pas comment faire pour réussir à s'investir auprès de leur bébé ou du duo maman-bébé? Alors le papa et la place de l'accompagnant, et du conjoint. Alors j'accompagne, principalement des couples, hétérosexuels, mais je crois que c'est aussi important, d'ouvrir les situations et le fait qu'il y ait aussi des couples, de 2 femmes et donc c'est le conjoint ou la conjointe, c'est la vraie question, en fait. C'est la vraie question: comment je vais pouvoir m'investir s'il y a que la future maman qui peut donner le sein. Dans mon accompagnement, la place du papa, elle est très importante. Autant en prénatal qu'en postnatal, les papas sont toujours les bienvenus durant les séances d'accompagnement. On peut même organiser des séances d'accompagnement dédiées aux papas, donc où les papas sont juste avec moi. Mais c'est vrai que c'est plutôt souvent le cas en prénatal qu'en postnatal, parce que le postnatal, j'ai à cœur vraiment de favoriser, de chérir ce noyau, ce cocon Un trio, familial ouais. exactement, qui est en train de se tisser et l'idée, c'est vraiment pas d'exclure un des membres, donc du coup, les séances postnatales se font plutôt en trio à chaque fois. Mais bien sûr, la question et la position du conjoint ou de la conjointe, elle est primordiale dans l'allaitement maternel et il y a plein de solutions à trouver qui sont propres à chaque famille et à chaque rythme familial et à chaque envie du couple. Et qu'est-ce que peut faire, par exemple, le conjoint ou le partenaire pour aider une maman qui vient d'accoucher dans son allaitement? Vaste question. Et ben tout ce qu'il y a à faire pour un nouveau-né et pour un noyau familial, sauf donner le sein. Donc la liste est vraiment très très large. Pour citer quelques exemples, il y a tout le relationnel avec le bébé, que ce soit par le portage, que ce soit par les jeux, que ce soit par l'éveil, que ce soit par les câlins, que ce soit par le bain, les soins, les balades. La liste est vraiment très très longue. Donc ça, c'est la relation papa-bébé ou deuxième parent bébé. Et puis, il y a évidemment toute la relation qu'on oublie très souvent, la relation papa, enfin, on va dire conjointe ou conjointe-conjointe. C'est cette relation-là du couple où le papa va être soutenant pour la maman qui, elle, va être soutenant dans la gestion du noyau familial, que ce soit dans la gestion pratique, on va dire les courses, la tenue de la maison, faire à manger, mais aussi dans la présence facilitante euh, de la mise en place de la lactation ou de la mise en place ou de la poursuite de l'allaitement. Par exemple, une maman qui, on va dire, dans le temps du premier mois, une maman avec son bébé qui apprennent l'allaitement conjointement, en duo, le papa peut être vraiment aidant. Déjà parce qu'une maman qui commence un allaitement, en général, elle a soif 30 secondes C'est vrai. après avoir mis son bébé au C'est sein. ça. Et une fois si la mise en place du sein a été un petit peu sportive, on veut surtout pas déranger bébé qui tète correctement pour aller se chercher un verre d'eau. Donc du coup, là, ben, le papa, il peut tout simplement, voilà, faciliter l'espace, prévoir que la maman, elle ait toujours une petite bouteille d'eau, un verre d'eau, un petit snack, que le coussin soit bien mis au niveau des hanches, au niveau du dos, au niveau du coude, qu'elle ait pas trop froid, pas trop chaud. Y a tellement de choses à faire pour faciliter. Et puis, ce que j'invite vraiment à, à faire, c'est partager le moment de la tétée. C'est pas parce que la maman, il y a que elle qui peut donner le sein, que le papa n'a pas sa place au moment de la C'est tétée. sûr. Être là, profiter,
regarder, passer en mode slow life, slow tété. On laisse le téléphone, les réseaux sociaux de côté et puis on est juste là, présent, pleinement présent à son enfant et on s'ouvre au possible, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand je regarde mon enfant téter? Qu'est-ce qui se passe quand je regarde ma femme qui est en train d'allaiter mon enfant? Qu'est-ce qui se passe quand je m'autorise à, à toucher du doigt ma vulnérabilité en tant qu'homme, en tant que père, en tant que conjoint, conjointe, et que je regarde ça. Ça, ce sont des moments qui n'arriveront peut-être plus jamais. Peut-être que les premières tétées, ben, il y en aura un certain nombre et puis il n'y en aura plus. Après, Mmh. l'allaitement, il va rouler et puis quand l'enfant, il devient mobile, qu'il fait du 4 pattes, on est plus du tout sur la même Mais non, énergie. On n'est plus sur cette même énergie des premières tétées où il y a Ça, c'est sûr. vraiment, un lien, puissant, fondateur qui se met en place. Donc la liste, elle est illimitée, en fait. mmh, Et ça, pour moi, c'est primordial de faire comprendre, aux papas qu'ils ne rem enfin, qu'ils n'ont pas un rôle de biberon. Dire que, dans un cas d'allaitement maternel, le papa n'a plus rien à faire, bah, en fait, ça veut dire que le papa, il sert juste à donner le biberon et c'est hyper enfermant, c'est hyper réducteur, en fait et c'est une question que je pose souvent, aux papas. Est-ce que tu as l'impression que ton rôle, tu es juste un biberon sur pattes, en fait? Est-ce que tu penses que tu n'as pas d'autres, une autre posture à oui, créer? ce serait un peu dire aussi que le bébé n'est qu'un système digestif, ce qui est complètement faux. Effectivement, ça va dans les 2 sens et je te rejoins totalement là-dessus. Donc ce sujet, il est super important parce qu'il est tellement, c'est tellement réducteur et pourtant c'est tellement courant de dire, «Ah bah, moi, j'ai pas trop envie que ma femme elle allaite parce que, j'ai aussi envie de profiter de mon enfant» et ou de dire: «Ah bah, moi, je sais pas si j'ai vraiment envie d'allaiter parce que j'aimerais que mon mari s'investisse avec son enfant». Donc ça, c'est un gros, 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 gros mythe qu'il est super, nécessaire, de déconstruire, assurément. Oui. Et dans ce post-partum dont on parle, c'est un 1er mois dont on parle beaucoup en ce moment là, les 40 jours, le mois d'or. Du coup, le papa peut aussi aider à créer ce cocon pour la maman, d'ailleurs la famille aussi. Pour toi, c'est quoi dont la maman aurait le plus besoin à ce moment-là, post-accouchement, dans ce mois d'or pour, émotionnellement ou physiquement par rapport à son allaitement? Mmh. Elle a besoin d'une tribu, elle a besoin d'un accueil inconditionnel. Heu, il y a une phrase que je dis souvent et que je chéris, c'est, et je le dis à tous les coups, aux jeunes mamans qui m'annoncent, la naissance de leur enfant. Je leur dis: «Prends bien soin de toi aussi, parce que toi aussi tu viens de naître». C'est normal que toute l'attention soit, sur le nouveau-né ou en tout cas c'est normal. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas c'est très culturel en France Mmh. que toute l'attention soit sur le nouveau-né, alors qu'on le sait maintenant, c'est évident, l'attention devrait être sur la nouvelle maman. L'attention devrait être sur cette jeune accouchée qui vient de mettre au monde son enfant pour qu'elle, elle puisse être, assez forte, assez ancrée, assez remplie d'amour, assez comblée pour donner, offrir, aimer son Bien nouveau-né. sûr, ouais. Mmh. Une maman qui est vidée, une jeune maman qui est vidée de tout, d'un point de vue énergétique, au niveau de la fatigue, au niveau, de l'émotion, au niveau du physique. Une jeune maman qui est sur les rotules, c'est hyper compliqué pour elle de s'occuper de son nouveau-né et pourtant, et pourtant on a l'impression que c'est normal en fait, qu'elle elle vient d'enfanter, elle doit s'occuper de son enfant. Bah, c'est pas si simple. Donc Mmh. assurément qu'une jeune maman et je dirais même une jeune famille, parce que c'est super important d'impliquer, le ou la partenaire. Le trio, maman, partenaire, bébé et puis s'il y a des autres enfants, des aînés avant, bien sûr, on les intègre au nouveau noyau familial. Un cocon,
un cocon. On vient s'occuper d'eux, on vient leur faire à manger, on vient leur donner un coup de main pour s'occuper des aînés s'il y a des plus grands, on vient leur donner un coup de main pour la gestion des courses, la gestion des machines, la gestion, on va dire, utilitaire de la famille. Et puis en les aidant de tout ça, et ben du coup, on leur laisse du temps. On leur laisse la possibilité de ne rien faire. Et qu'est-ce Mmh. que ça veut dire rien faire? Et ben ça veut juste dire tisser les bases, tisser les fondations d'un nouveau noyau familial et puis apprendre à connaître ce nouvel enfant qui est arrivé sur Terre, apprendre à se connaître en tant que papa, en tant que maman, en tant que nouveau papa ou nouvelle maman si on a déjà des enfants. Et ça, c'est un temps hyper précieux. C'est un temps qui ne reviendra jamais. Donc si on ne se l'offre pas, ce temps-là, si on met Oui, pas il est un peu tout perdu, oui. ouais, si on met pas tout en place en amont pour essayer d'en profiter au maximum, ben, c'est dommage. C'est dommage et une fois de plus, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Faut être proactif dans la mise en place Oui, de même ce avant la naissance, au final. bien sûr, les hommes aujourd'hui, ils ont 11 jours de congé paternité. Ouais, autant dire rien, quoi. C'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est révoltant et ça, il y a des hommes qui commencent à faire parler de ça, il y a des hommes Oui, oui, qui en ce commencent à moment, oui. monter, à monter au créneau en disant: «C'est À pas un normal». mois. Ouais, c'est pas normal et ils ont raison, bien évidemment qu'ils ont raison. Hem, Aujourd'hui, le ou la partenaire ont leur rôle dans dans le mois postnatal, dans les 40 jours postnatal et bien évidemment à plus large échelle dans l'éducation, dans la vie familiale, dans le noyau familial évidemment, mais le premier mois, il est fondateur et c'est pas optionnel pour moi. Alors qu'aujourd'hui, pour la politique française et pour l'État Ouais, français, mmh, c'est optionnel. Hem, donc ça, c'est important à transmettre comme message. c'est vrai. On voit aussi beaucoup sur ton site internet et ton Instagram, des mots comme femme sauvage ou femme sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ouh là là, on arrive à la fin du podcast, alors je crois qu'on pourrait dédier un podcast entier à ces termes-là. Si je devais, ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire tellement de choses et la première des réponses, c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça parce que chaque femme sauvage et chaque femme sacrée, mes croyances sont qu'on a tous ça au plus profond de nous, mais que ça veut à chaque fois dire quelque chose de différent. Selon d'où l'on vient, selon où on en est aujourd'hui dans nos vies, dans nos parcours, dans notre relation à notre corps de femme, dans notre relation à notre statut de femme, à peut-être même à notre statut de mère, à notre rôle de mère, à notre rôle de fille. Euh, Devenir maman, ça vient chambouler tellement de choses. Mmh, Devenir maman, c'est pas juste l'état civil. Devenir maman, ça vient chambouler l'ordre généalogique. De fille, on va devenir mère. Tu vois, on peut toujours rester la fille de notre maman et on le restera toujours. Mais on vient rajouter, voilà, on vient rajouter une échelle, on vient rajouter une descendance. On passe au statut de mère et puis surtout notre mère, à nous, passe au statut de grand-mère. Donc d'un point de vue transgénérationnel et générationnel, ça brasse, il y a des choses qui se passent. Et à coup sûr, mes croyances sont que il se passe beaucoup de choses dans l'ordre du quantique, dans l'ordre de l'énergétique, dans l'ordre ce qu'on appelle aujourd'hui de l'invisible. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire invisible? Oui, c'est pas visible avec mes yeux d'humaine, oui, oui, euh, c'est visible avec des machines pointues, c'est visible, voilà, la science et le quantique, ça va de pair. Donc voilà, ce mot de l'invisible pour moi, il est tellement galvaudé et on pourrait en dire de très c'est belles vrai, ouais, choses, ouais, bien ouais. sûr. Mais dans tous les cas, c'est un peu un retour à l'instinct de la femme. Est-ce que cet instinct-là, ça peut aussi les aider dans leur allaitement? Oh, c'est la base, bien sûr. À vouloir allaiter son enfant, c'est venir ouvrir une porte, heu,
de l'instinctif, c'est ouvrir une porte de plus, j'allais dire, de la physiologie. L'allaitement, pour moi, l'allaitement fait partie de l'accouchement et la grossesse fait partie de l'accouchement. Dans le monde médical aujourd'hui, on a tendance à transmettre que l'accouchement, c'est presque le moment où le couple arrive à l'hôpital et puis la fin de l'accouchement, c'est le moment où le bébé, il naît. Mais en fait, je suis partisane de l'idée d'exploser C'est ces un cheminement, explosés au de final. corps. Évidemment, c'est un cheminement et on parle là du coup du maternage, du devenir mère. Il y a rien qui est figé dans la vie en général, évidemment, mais encore plus quand dans cette période si sacrée de l'attente d'un enfant et de la venue sur terre de l'enfant. C'est un processus, c'est un fil rouge, ce sont des changements quotidiens et perpétuels. Donc, le lien à qui je suis, qu'est-ce que, en quoi je crois, qu'est-ce qui est bon pour mon enfant, je suis assez pour mon enfant, ça c'est super important, se Ouais, connecter. retrouver la confiance en soi. Ouais, bien sûr. Et on parle aussi beaucoup de l'esprit de sororité en ce moment. Mmh. Est-ce que ça aussi, ça manque peut-être beaucoup entre les femmes, une communication, de l'entraide, du soutien? Au sens large, c'est Mmh. sûr. Lié à l'allaitement, évidemment, mais je dirais que peut-être il y a peut-être que l'allaitement et devenir une maman allaitante, en tout cas dans mon, parcours personnel, c'est par le monde de l'allaitement que j'ai découvert ce monde du soutien féminin. C'est parce que j'ai eu des problématiques d'allaitement et que, tous les professionnels du monde médical ne m'apportaient pas, ce dont j'avais besoin, que je me suis tournée vers des associations, et notamment, l'Allaitement tout un art, des associations de soutien à l'allaitement et là, j'ai découvert un monde, féminin, soutenant, accueillant, la plupart du temps non jugeant, et je me suis dit: «Ah mais ça existe en fait, cet espace-là, cet espace où les femmes sont là les unes pour les autres, où on est là dans le partage, la plupart du temps dans l'accueil de l'autre. Et oui, c'est sûr qu'il y a un monde quand on devient maman et qui plus est quand on devient maman allaitante, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous et ça peut être une belle porte d'entrée pour accéder à la sororité et au soutien inconditionnel en fait, au soutien bienveillant entre femmes. Oui, c'est vrai qu'au final, des associations d'allaitement, il en existe quand même, pas mal et qu'on peut retrouver ce soutien là-dedans aussi. Tout à fait. Par exemple, toi, tu es de Lyon aussi, on parlait tout à l'heure de l'association, Galacté. Tu en connais d'autres ou pas, sur Lyon, qui Oui. peuvent aider les mamans? Alors, évidemment, il y a la Lecce League et puis tu as une belle association, qui est assez jeune et qui commence à prendre vraiment une belle ampleur. L'Or Blanc, l'association L'Or Blanc, il y a des marraines d'allaitement, un peu partout maintenant sur le territoire français. Ça, ce sont des associations locales et territoriales qui donnent un lien, humain, on va dire, où il y a des réunions, en présentiel entre jeunes mamans, entre futures mamans, où là les marraines d'allaitement ou les représentantes des associations, ben voilà, sont vraiment là physiquement. Ça c'est super pour les jeunes mamans, les futures Mmh. mamans, de créer du lien dans la vraie vie parce que l'isolement aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais l'isolement c'est quelque chose qui touche, c'est une situation récurrente chez les nouvelles mamans. Mmh. Et puis C'est quelque chose qui est très dur, je trouve. Enfin, en tout cas, dans mon parcours personnel, c'était la solitude, après la naissance, le plus difficile, quoi, au final. oui. C'est, c'est souvent le cas, c'est souvent le cas et ça change donc Ouais. c'est hyper chouette de voir qu'il y a plein d'associations qui se mettent en place, il y a des doulas postnatales, donc ça c'est qui sont formées, des doulas, donc qui sont là uniquement pour la période, postpartum, donc ça c'est chouette, ça se spécialise, il y a des très belles choses qui se mettent en place actuellement en France pour ça. Ah, c'est super.
Et donc toi, comme tu disais tout à l'heure, tu as allaité ton fils. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'allaitement? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Il y a tellement de choses chouettes. Je crois que ce que j'ai le plus aimé, c'est, la liberté. La liberté, de partir et je prends juste mon bébé et moi et et on y va. Pas pas besoin d'organisation, pas besoin, de tout prévoir, le lait en poudre, les récipients, les biberons, voilà, c'était sur beaucoup d'aspects, mon allaitement a été compliqué. Mais s'il y a un aspect qui était facile, c'est ça, c'est la liberté de ne rien prévoir. Et ça, j'en garde vraiment un très très beau souvenir. On peut partir facilement. Ouais. Si tu avais des conseils personnels pour une future maman qui aurait envie d'allaiter, ce serait quoi? Informe-toi. C'est sûr que tu auras la possibilité d'allaiter ton enfant. C'est sûr que tes seins sont suffisants pour allaiter en quantité suffisante ton bébé ou tes bébés. Mais par contre, il n'y aura pas grand monde pour te soutenir ou pour te donner la bonne information si tu ne vas pas la chercher toi-même avant. Donc vraiment, le vrai conseil que je donne en prénatal, c'est informe-toi, va chercher l'information. Rejoins des associations si tu as envie de créer du lien dans la vraie vie. Rejoins des associations virtuelles comme ATUA, Allaitement Tout un Art, qui est du coup principalement sur les réseaux sociaux et sur le web pour créer du lien, t'informer, lire des histoires d'allaitement parce que c'est un peu rentré dans les mœurs pour l'accouchement que les femmes enceintes lisent des récits d'accouchement pour un petit peu se projeter, voir comment ça pourrait être, se faire du bien, se rassurer. Ça, il y a beaucoup de mamans que j'accompagne qui me partagent ça. Oui, oui, je lis, je suis sur des groupes Facebook où je lis des récits d'accouchement, etc. Mais alors, c'est exactement la même chose pour l'allaitement. D'où le podcast. Et oui, ça c'est chouette. Mais écoute des podcasts, lis des récits d'allaitement. C'est pas toujours simple en fait. Il y a encore cette fausse idée de l'allaitement, c'est je mets mon bébé au sein, il tète comme il va téter sur un biberon, mettons, et puis il y a le lait qui sort tout seul. Ça peut arriver. Les mamans à qui ça arrive sont vraiment chanceuses, mais c'est quand même pas tout le temps le cas. Et une maman qui s'est pas projetée avec l'idée que ce serait pas comme ça, que ce serait peut-être un petit peu plus difficile que ça, et ben si elle n'est pas allée chercher la bonne information avant, ça risque d'être Très déstabilisant difficile. pour elle, tout à fait. Il y a un manque de préparation, je trouve, par rapport à l'allaitement qui est assez ouais, surprenant en France et c'est dommage et j'espère que ça changera, notamment avec le podcast, entre autres, et tout ce qui se fait maintenant autour de l'allaitement. Je crois que ça change. Les années J'espère. 2020 sont pro-physiologie et ça j'y Mm. crois de tout mon cœur. Les femmes sont en train de se réapproprier ce moment phare de leur Mm. vie qui est la grossesse et la maternité. J'en suis persuadée. Euh, c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Et grâce à toutes les femmes qui sont investies sur ces sujets-là, les lactédantes, les associations d'allaitement, les marraines d'allaitement, les doulas, les sages-femmes qui sont de plus en plus pro-physiologie, ça change, ça change. Bah, merci beaucoup, Elodie, d'avoir partagé avec nous ton métier et ta passion. Ça permet enfin, de faire encore plus découvrir les doulas et ce qu'elles peuvent apporter, notamment par rapport à l'allaitement. Eh bien, merci Anaëlle et Laurine. C'était un grand plaisir de Oui. partager cette discussion avec vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de comprendre la place que peut avoir une doula dans l'allaitement. Merci encore, Elodie, de nous avoir partagé ton expérience. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. À bientôt pour une nouvelle histoire lactée. Lives are
foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.